Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors évidemment, toute cette déferlante de paroles de femmes qui ont été abusées, molestées, violentées, maltraitées, de toutes les manières possibles, hein. Abus physique, abus sexuel, viol, sévices corporels, chantage. Ces dénonciations-là, elles sont nécessaires. Ce que la morale, ce que le grand absent n'a pas réussi à réprimer, à réprouver même, eh bien, semble-t-il que les réseaux sociaux vont se charger de rappeler à l'ordre certaines personnes, certains personnages, certains hommes qui ont bien trop souvent pris l'habitude de mal agir avec des femmes. Les femmes partout sur la planète sont maltraitées de toutes les manières possibles. Alors, je dirais rien d'autre là-dessus. Ce sont les femmes qui doivent s'exprimer. Et quant à nous, leurs compagnons, eh bien, nous devons les assister dans ce dévoilement de la parole nécessaire. Nous devons les consoler aussi de tous ces abus et nous devons nous taire. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de nous faire une petite vidéo, tout de même, sur quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que j'ai lu il y a quelques jours, en fait hier, tiré de ceci, d'Éric Abilan, Kostas Axelos, une vie pensée, une pensée vécue, une préface de Jean-Michel Palmier, parue chez l'Harmattan. C'est une courte biographie intellectuelle de Kostas Axelos. Je vous invite à aller voir sur Wiki qui est le monsieur en question. Je vais vous lire un passage où il est question de mai 68. On n'a pas fini encore d'en analyser tous les tenants et aboutissements. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir au printemps québécois. Je vais peut-être interrompre ma lecture pour soit être d'accord avec Kostas Axelos, ou soit pour ne pas l'être. Je vous laisserai juge. Ce que je sais simplement, c'est qu'évidemment, nous sommes dans l'après-coup. Beaucoup de gens sont très, très déçus de la tournure des événements. Certains disent que le Parti québécois a volé la révolution en cours. Certains pensent que l'arrivée des casseroles a mis fin au rapport de force qui était en train de s'installer. Certains pensent que les étudiants n'auraient jamais dû retourner en classe. Certains pensent que la police a fait du bon boulot. Certains pensent que beaucoup de professeurs ont assisté à ce spectacle-là avec dédain, avec dégoût même. Beaucoup de militants sont déçus de la tournure des événements, ce qui n'est pas mon sentiment. Pour moi, ça a été un extraordinaire moment de poésie, je l'ai dit souvent, une parole soudainement qui se déploie, dans un horizon social bien trop souvent confiné aux habituels médias de masse que vous connaissez, que nous connaissons tous trop, hélas, mais qui craquent de partout, on le voit par la parole insurgée de ces femmes-là qui refusent le statut de victime. Pour repenser aussi qu'on n'est pas toujours obligé de dénoncer. Moi, je n'obligerai jamais personne à affronter les démons ou ses propres démons, les démons de la peur qui sont à l'intérieur. Mais assurément, cette déferlante de témoignages, d'une certaine façon,
C'est pas le printemps québécois, c'est l'automne des femmes. Une grande marée d'indignation, une grande marée d'automne qui nous submerge tous. Quant à mai 68, Axelos, comme tout le monde, ne l'avait pas prévu. Ben moi, si, je l'annonce. Je le savais, je l'annonçais, j'ai fait une vidéo en 2011, j'en ai fait une au début 2012, où j'annonçais de choses très, très importantes d'ordre social qui se dérouleraient. Oui, moi, je l'avais vu venir. De la même façon que je vois venir que le combat va être très, très difficile. Il va falloir s'armer de courage, de patience, de réflexion, de créativité pour faire face à des gens qui vont profiter de toutes les occasions et qui vont également nous accabler de leur désabusement payant. Quelque temps auparavant, il sentait un grand ennui et une grande lassitude, une sorte de dépressivité générale. Dès le début, il a vu que cette petite révolte n'avait pas de pensée cohérente, ne se réclamait d'aucune pensée ample et profonde. De plus, elle manquait de poésie, de ce qu'Axelos appelle poéticité. Si je suis plus ou moins d'accord, la parole intelligente a été complètement inécoutée par les médias officiels qui ne s'arrêtaient qu'à des détails triviaux. Ici, là, une poubelle incendiée. Je me souviendrai toujours que j'avais vu un feu de poubelle sur la rue Saint-Laurent et il y avait 5 caméras de télévision qui l'encerclaient pour filmer cet événement hautement spectaculaire, un feu de poubelle. Alors évidemment, les revendications des étudiants n'ont pas été entendues, on n'en a pas discuté, on se perdait dans les détails, on se perd toujours dans les détails. Hein? De la même façon que le pont, là, eh bien, on ne nous dit rien sur qui va en assumer les coûts, on ne dit rien sur... Non, on se perd dans des débats sur quel nom on va y donner avant même de définir ce qu'il va être et qui va en assumer les frais. Il a cependant fait partie d'un vague comité révolutionnaire des étudiants et des enseignants. Mais quand il a proposé de dire clairement quels étaient les professeurs productifs et quels étaient les stériles, des étudiants sont venus lui expliquer qu'il ne fallait pas faire cela. Ce petit mouvement, comédie répétant la révolution, né sur un fond d'ennui, cette petite explosion nullement radicale, épiphénomène de saturation, s'est trouvé en quelques années presque complètement annulé, récupéré, non sans laisser des traces dans les mœurs. Pour Axelos, de tels mouvements n'ont aucun avenir, si ce n'est dans un mélange... Merde. Oui, allô? Oui. Z, oui, Z. Oui, oui. Parfait, merci. Bye. Je pourrais décocher le téléphone avant, mais je pense même pas. Alors, de tels mouvements n'ont aucun avenir si ce n'est dans un mélange de bien-être et de malaise, de se trouver rapidement théâtralisé et récupéré. Un chapitre d'arguments d'une recherche intitulée L'agitation en France, mai 68, est consacré à la critique de l'intérieur de ce mouvement. Il met en relief son absence de poésie et de pensée et prévoit, parce qu'il n'était porteur d'aucune radicalité, la rentrée dans l'ordre qui s'ensuivrait. Fort dans la négation abstraite, le mouvement étudiant ne savait absolument pas
ce qu'ils voulaient de façon concrète. Non, ici, c'était les frais de scolarité. Et de manière substitutielle, de manière secondaire, une large réflexion sur la marchandisation de l'éducation. Mais évidemment, il fallait aller plus loin. Toutes les idéologies, du capitalisme jusqu'à l'anarchisme, ont montré leur persistance et plus encore, leur faillite destinée à perdurer. Squelettes vivants, oripeaux survivants aux morts, même le niveau des débats et des discussions chez les étudiants resta bas, confus, verbaliste. Pensée et poésie étaient absentes, l'action était obnubilée. La dimension ludique ne fut pas assez ample et incisive, ce qui n'est encore pas le cas du mouvement du printemps québécois. Au contraire, que de créativité avons-nous vu? La poéticité du peuple québécois ne fait aucun doute. Mais il faudra, je pense, bientôt lui joindre à cette poéticité le feu homérique, le feu de l'action. Peut-être le temps des héros, peut-être des héroïnes, comme on le voit présentement. Peut-être le temps des héroïnes et des héros est enfin arrivé. Le temps du courage. L'incantation poétique précédant l'action. La prise de parole précédant les gestes de libération. C'était comme si une nouvelle médiocrité voulait remplacer l'ancienne. On peut sans aucun doute sacrifier sa vie ou sa vue. On pense ici au jeune étudiant qui a perdu un œil, mais bon. Sur les barricades, mais 1000 blessés ou morts ne suffisent pas pour transformer une anecdote en histoire. Car les dés d'entrée de jeu étaient pipés. Cette lutte soi-disant anti-bureaucratique, en fait anarchiste bon enfant, se réclamait des instigateurs et des défenseurs même de la bureaucratie marxiste. Lénine, Trotsky, Staline, Mao, et surtout le mouvement n'affrontait absolument pas les questions radicales de l'époque moderne qu'ont posées les grands penseurs, Hegel est la question de la fin de l'histoire, Nietzsche est la question du nihilisme. L'article, lors de sa parution dans la revue Opus International, qui a consacré, à peu près à la même époque, un numéro sur le Québec, a été très mal accueilli à cause précisément de l'acuité des questions qu'il posait. En 1973, Axelos cesse d'enseigner, un peu lassé par une université alors très médiocrement et conventionnellement académique ou naïvement gauchiste. Mais surtout, il souhaitait s'adonner plus radicalement encore au travail de la pensée. Voilà cette réflexion. On est encore dans l'après-coup. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas subi, faut dire que je suis un homme d'un certain âge, là. Je n'ai pas subi de désillusion. J'étais très, très, très heureux de voir partie de la jeunesse, mais, je vais dire mes enfants, mais tous ces gens qui s'intéressent, tous ces jeunes qui s'intéressent aux sciences humaines, à la poésie, à la philo, à la littérature, à la musique, à la politique, eh bien, c'est mes amis, c'est mes complices, c'est mes comparses. Et j'ai été très heureux de les voir prendre la parole. Mais la force d'inertie a repris le dessus. Je comprends que beaucoup en sont peinés. Beaucoup vont virer à droite. Oui, oui, beaucoup vont dire que finalement, comme leur père, l'indépendance n'a pas fonctionné. On va sombrer dans le désabusement. Les grandes pensées généreuses n'ont accouché de rien. Alors, eh bien, on va se précipiter sur notre tondeuse à gazon pour tout oublier. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, ma chaîne, ma page Facebook, où ces derniers jours, j'ai reçu quelques messages de QS. Un qui prétend qu'il infiltre QS. Oh, quel intérêt.
Et une autre qui me fait la morale, j'en conclus que la couleur orange est une couleur très intéressante, semble-t-il. La couleur orange est porteuse d'espérance. Mais ça, on le voit bien, il y a beaucoup, beaucoup de publicité avec la couleur orange. Alors, on attend la prochaine couleur que QS prendra et peut-être je me rallierai à la couleur du mois. Aussi, vous pouvez me téléphoner dans le 514-360-999 et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien. J'ai reçu ce matin, entre autres choses, la visite d'une jeune femme qui étudie en droit international à l'Université de Montréal et qui souffrait beaucoup du comportement de ses condisciples. Et elle me racontait que les 2 tiers de la classe vont en cours en état d'ébriété et que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux appartiennent aux classes aisées, dont Brébeuf, entre autres choses. Et qu'elle se sentait assez démunie venant d'une famille d'immigrants dont le père ne parle ni français ni anglais. Je ne dirais pas l'origine ethnique, ni la confession religieuse, respecter son intimité. Mais je lui conseillais quand même de se battre. Il faut les battre, ces buveurs de scotch. Il faut les battre le plus que nous pouvons. Moi, je n'irai pas me battre contre ces jeunes hommes-là, mais je peux me battre contre les types de mon âge. Et tous les abuseurs de tout poil. Surtout ceux qui s'en prennent aux femmes. Ça, vous connaissez mes positions sur... Hein? Non, vous connaissez mes positions abolitionniste. Allez, j'embrasse. Bisous.